après-midi. En fait, je vous souhaite tous la bienvenue. C'est un colloque en fait très intéressant et en fait nous parlons des relations africaines. Nous avons parlé le matin de la valeur de la gouvernance dans le développement durable. Nous avons beaucoup profité des interventions de tous les ambassadeurs. Maintenant, je voudrais en fait saluer les collègues, Monsieur Adli Touma, Docteur Adli Touma, Docteur Berbela, Madame Manel Abdelmenem, l'ingénieur Mohamed Atif. En fait, nous attendons un entrepreneur de valeur. Cette séance, en fait, nous avons beaucoup profité des enseignements tirés de la séance matinale. La fondation Mo Ibrahim et il va nous parler du cas égyptien en tant que l'un des axes principaux et l'un des piliers fondamentaux de la relation entre Égypte et Afrique. Nous avons plusieurs ambitions, aspirations et outre, nous avons plusieurs modalités à travers lesquelles nous pouvons améliorer et promouvoir les conditions de complémentarité entre les pays africains. Merci beaucoup. En fait, c'est la dernière présentation pour cette journée. En fait, ce que je vais faire, donc, en tant que dernier exposé, je vais vous présenter le cas de l'Égypte dans le domaine de la gouvernance et la mesure du développement durable. Comme vous le savez, et durant mon premier exposé, j'ai déjà évoqué les opportunités économiques durables. Donc nous mesurons non seulement le développement économique, mais également le climat favorable pour pouvoir concrétiser les objectifs économiques dans les différents secteurs dont nous sommes concernés, aussi bien que les opportunités économiques durables. Donc l'Égypte a le 7e classe à l'échelle continentale et elle fait partie des 10 premiers pays. Il y a eu en fait une amélioration au cours des 10 dernières années, alors qu'il y avait un certain recul dans quelques domaines d'entreprise. Comme vous le voyez sur l'écran, la couleur verte, ça représente l'Égypte et vous pouvez savoir et vous pouvez voir la performance de l'Égypte. Donc l'Égypte a bien fait et elle a eu le 7e classement et puis elle fait partie des 10 premiers pays et puis l'Égypte est représenté comme étant l'un des pays qui a réalisé un progrès dans le domaine de la collecte des données. Donc, parmi les pays qui ont réalisé un bon ou bien une amélioration, nous allons trouver l'Égypte. Donc, il y a eu une certaine croissance au cours des dernières années.
Au niveau du premier exposé, j'ai parlé du PIB, que ce soit à l'échelle continentale. Pour l'Égypte, il y a eu une certaine augmentation également. Donc, comme vous le voyez, il y a une croissance au niveau du PIB. Et puis, il y a eu une croissance démographique également. Il y a eu une certaine augmentation. Donc voilà comme nous le voyons et conformément au rapport de la Banque mondiale, nous pouvons savoir qu'il y a eu une certaine augmentation au niveau du PIB. Donc l'Égypte a bien fait dans le secteur du développement économique durable, aussi bien que dans le domaine des infrastructures. Elle a gagné plus de 10 points et elle fait partie des pays qui ont réalisé une promotion dans ce secteur. Pour ce qui est des autoroutes et des routes, aussi bien que pour les tendances qui ont été entreprises pour faire face au changement climatique, elle a également fait du progrès. Et puis, si nous allons aller un peu en détail au niveau des infrastructures, en fait, on témoigne d'un certain progrès dans le domaine des infrastructures, alors que les autres pays n'ont pas réalisé la même moyenne. On parle du ravitaillement en eau, de la technologie d'information, du numéro ou bien du nombre des personnes qui utilisent le téléphone portable ou bien la technologie moderne, l'Internet également. On a déjà parlé de l'importance de l'installation de l'électricité. Donc on peut dire que l'Égypte a réalisé un progrès dans ce domaine également. Donc si on va comparer entre les différents pays, on peut dire que l'Égypte vient après le Maroc. L'Égypte adopte une approche assez importante. La Tunisie occupe la troisième place au niveau de la région. Pour ce qui est du secteur rural, l'Égypte a réalisé une amélioration. Il y a eu une certaine amélioration au niveau de l'accès aux terrains agricoles ou bien aux plantations. On essaye de rendre les paysans plus autonomes et on améliore les prestations données et accordées aux paysans. Il y a également un ravitaillement en eau. Il y a certaines défaillances, mais en fait, il y a eu quand même une certaine amélioration. Si nous allons comparer avec le Maroc, on peut dire que le Maroc engendre le premier classement à comparer avec les autres pays comme la Tunisie et l'Égypte. La Tunisie a enregistré un certain recul au cours de la dernière décade. Donc avec toute cette amélioration, il y a eu un certain recul au niveau de la gestion des ressources et le rythme en fait
des améliorations, a enregistré une certaine accélération, mais pour la gestion générale, on peut dire qu'il y a eu un certain recul, régression au niveau de la capacité du gouvernement en dépit du chiffre qui est important. Pour ce qui est de la diversité, il y a en fait une certaine promotion qui a été attestée, mais pour la génération des revenus et on peut dire que l'indice est un peu plus bas. La compare avec les autres pays, on peut dire que pour la Tunisie et le Maroc, elles n'ont pas enregistré un chiffre assez grand, mais à comparer avec la Tunisie et le Maroc, son chiffre est un peu plus bas pour le climat des entreprises ou bien du business. Il y a eu en fait un certain recul au niveau des opportunités économiques. Il y a eu une régression qui a été attestée. Il y a eu une faible amélioration pour l'Égypte, mais il y a eu également un recul au niveau du climat des entreprises durant les 10 dernières années. Mais depuis 2013, il y a eu un certain redressement. Donc, il a été attesté qu'il y a eu des créations de nouveaux emplois et un sentiment de satisfaction a été attesté également. Donc, on peut dire qu'on a témoigné d'un certain recul au niveau de la force et de la puissance des banques, alors que l'Égypte a renforcé les capacités des banques. Mais il y a eu un déclin au niveau de cet indice qui a été présenté par les experts, et cela à cause de la bureaucratie et de la lourdeur de la création des entreprises. Voilà, je vous ai donné une idée générale du climat dans lequel on travaille en Égypte, et j'ai fait la comparaison entre la Tunisie et le Maroc. Donc, elle a pris un peu du retard par rapport au Maroc dans le domaine des climats des entreprises. Je vais m'arrêter là et je vous appelle à jeter un coup d'œil sur le site électronique pour plus d'informations, et merci. Merci beaucoup. Les données que vous avez projetées à propos de l'Égypte sont importantes, et maintenant nous avons 1 heure pour les interventions, et ces données doivent être traduites en davantage d'investissement en Égypte et entre l'Égypte et d'autres pays. L'Égypte a sa propre histoire en ce qui concerne les défis, les troubles, et comment l'Égypte peut surpasser ces obstacles et ces difficultés. On va commencer par Madame Manal Abdelmenahem, puisque nous n'avons qu'une seule dame. On commence par Madame Manal Abdelmenahem. Elle va parler de solutions.
Merci de m'avoir accordé cette opportunité pour partager l'expérience que j'ai menée moi personnellement en Afrique. Moi, je travaille dans le domaine de l'agriculture et de l'irrigation, dans le fait de trouver des solutions pour des projets en ce qui concerne l'indice sur la gouvernance. Je suis familière avec 17 objectifs de développement durable. Les 17 pays concernent les pays africains. Donc, mais mon travail exige l'électricité, la main-d'œuvre, des régulations et notre compagnie, notre groupe travaille en Ouganda. On a commencé 2006. J'ai bien voulu voir la source du Nil. L'Ouganda est un pays riche. Mais malgré toute cette eau qui existe en Afrique, il y a des problèmes d'irrigation parce qu'il n'y a pas de système d'irrigation en Afrique. C'est un défi par rapport aux ODD. Et moi, je parle du secteur privé. Il est engagé davantage, mais pour chercher le profit, et les intérêts et le secteur public part après quelques années du projet. Mais là, nous avons besoin de législation. La plupart de la population africaine sont des paysans des régions rurales. Bon, je vais parler en arabe maintenant. Nous, fondamentalement, moi, j'ai parlé en Ouganda. L'Ouganda est riche de ressources naturelles, l'eau, la terre, elles ont la main-d'œuvre, mais le problème principal, c'est qu'il n'y a pas un paquet de mesures et un paquet de législation pour faciliter le processus. Donc l'engagement aux lois et l'agriculture en particulier représente un défi. Pourquoi? Parce que l'agriculture a besoin de patience, parce qu'on utilise nos mains, on attrape le sable, la boue. Mais malheureusement, tous les jeunes veulent travailler dans les villes, dans les zones urbaines et travailler dans le domaine des services. Et si tout le monde laisse l'agriculture, les pays africains vont tomber dans la famine. La plupart des pays africains ont de petites superficies, c'est-à-dire les paysans. Nous avons de petits agriculteurs, de petits exploitants qui possèdent quelques hectares de terres agricoles, à l'exception du Soudan qui dispose de grandes superficies. Et nous avons en fait un groupement, un cluster, et nous avons on dit que nous allons, par exemple, cultiver l'ananas, et on a dit que ces agriculteurs, nous allons leur donner toutes les possibilités, les équipements et les semences et tout, et pour avoir un produit agricole et utiliser ce produit dans la fabrication. Tous les pays du monde essayent de vendre leurs produits et leurs équipements aux pays africains. Il y a peu d'investisseurs qui investissent pour réaliser le développement des pays africains. Et l'agriculteur africain trouve que le produit qu'ils vend à 20 centimes
est vendu dans le supermarché à $20. Mais pour qu'on puisse réaliser la bonne gouvernance, nous devons avoir de bonnes lois, des lois nationales, des lois transparentes et applicables. On peut avoir des législations et des lois, mais malgré cela, on ne peut pas les mettre en œuvre, on ne peut pas les appliquer. Et puisque les pays africains sont des pays qui attirent les investissements, les investisseurs, nous devons avoir une responsabilité sociale et communautaire pour réaliser des intérêts, un rendement, pour pouvoir dépenser dans les domaines de l'éducation, de la santé. Dans ce cas-là, et pour aussi répondre à l'indice Mo Ibrahim. Mais pour atteindre cet indice, il faut traverser beaucoup d'étapes. C'est pas facile. Donc, il faut parler du commerce durable. Il faut gagnant-gagnant. Il faut que la politique gagnant-gagnant soit appliquée. Il y a les investisseurs, quand ils vont vers des pays, ils demandent d'être exemptés de taxes et d'impôts. Mais tout ceci ne peut pas aller. Mais nous devons tirer profit des ressources humaines qui existent en Afrique. Moi, je ne parle pas uniquement de l'Égypte, mais de tous les pays africains. Nous pouvons développer les ressources humaines de ces pays africains pour que ces ressources humaines puissent vendre leurs produits. Et il faut que le secteur privé contribue au développement dans le pays où il travaille. Aussi, la communauté internationale doit aider les divers pays et ne pas attendre les aides qu'apportent les bailleurs de fonds. Il faut qu'ils aident les gouvernements. Et maintenant, on se dirige vers la diaspora, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui vivent à l'étranger, comme l'Inde a fait. Il faut que les Africains qui vivent à l'étranger aident leur pays respectif pour encourager l'agriculture et encourager les jeunes à cultiver la terre. Nous, en tant que secteur privé, nous devons aider le gouvernement et l'État pour mettre en application ces projets agricoles. Et il faut qu'il y ait une sorte de réflexion, think tank, pour savoir comment le revenu des impôts soit utilisé dans le développement de ces pays, que ce soit dans l'industrialisation. Et il faut donc tenir compte de la nécessité de promulguer des lois appropriées. Quand on a travaillé sur les 17 objets de développement durable, on a constaté que les lois étaient importantes et dans le secteur de la santé, on peut dire qu'il y a encore des traditions erronées, de mauvaises traditions qui persistent jusqu'à maintenant et qu'il faut s'en débarrasser. Vraiment, nous sommes très heureux de cette expérience. On s'attendait à entendre beaucoup de choses sur les problèmes, mais vraiment, on a écouté une histoire très réussie.
qui est encourageante. Monsieur Adli Thomas, vous avez la parole. Monsieur Adli, qui est le directeur exécutif d'une associée. Merci pour l'opportunité et pour l'invitation. Nous, à l'entreprise Gemini Afrique, nous sommes une société d'investissement. Égypte en Afrique, c'est fait partie d'un grand groupe Orascom. Gemini appartient à Naguib Sawiris et nous avons un objectif ultime, à savoir l'investissement en Afrique, mais nous nous concentrons sur les investissements de grande taille et la coopération directe entre les entrepreneurs. En fait, nous avons constaté qu'il y a des opportunités considérables pour les entrepreneurs en Afrique parce que c'est un domaine très fertile et très vierge et les investissements ne l'ont pas atteint, ceci au niveau de l'Afrique tout entière. Mais quand nous disons cela, notre cible doit être claire. Notre entreprise marche sur deux jambes. La première jambe, l'investissement, et la seconde jambe, c'est la responsabilité communautaire dans les pays où nous travaillons. Donc, il nous importe de créer un modèle, c'est à savoir le développement de la société et de la communauté et de changer la mentalité des jeunes. Nos valeurs sont l'autonomisation des jeunes et de la femme en assurant des opportunités de travail, mais ceci ne peut être réalisé sans développement durable. Et nous avons un modèle clair de la durabilité économique et ceci dit la création de puissance communautaire à travers les jeunes et la femme dans le cadre des entreprises et de l'entrepreneuriat. C'est pour cela que nous œuvrons pour changer la mentalité des jeunes et de la femme. Je vais vous donner un chiffre prometteur. Par exemple, au Nigeria, 41% des femmes sont des entrepreneurs. 41%, c'est un nombre considérable qui peut-être qui n'existe pas dans beaucoup de pays développés. Les entrepreneurs vont diriger à travers la quatrième révolution industrielle, et ceci à travers l'économie égyptienne et les économies africaines. Il y a une grande opportunité pour la transformation numérique. Il y a beaucoup d'idées que nous vivons et que nous voyons chaque jour. Si nous précipitons pas pour atteindre le marché africain, on serait en retard. Au cours d'une visite d'un pays qui a besoin de développement en Afrique, nous avons décidé que dès qu'on arrive, de prendre un avion et aller dans une zone rurale éloignée. Et nous sommes entretenus avec les gens là-bas, on les a écoutés, et moi je n'oublie pas une phrase qu'une femme m'a dite là-bas. Elle m'a dit que c'est la première fois que quelqu'un nous écoute. C'est la première fois que nous recevions quelqu'un et des personnes qui vont nous écouter et qui veulent savoir quels sont nos besoins. C'est bon, nous avant, ils nous donnaient des aides, mais ce n'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons développer notre société, c'est ça ce que nous voulons. Mais pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d'éducation. C'est la pierre angulaire sur laquelle repose le changement en Afrique. Nous avons besoin que la nouvelle génération apprenne ce que c'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est le business. On peut avoir
avoir un exemple, un modèle à suivre, un modèle d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs et de femmes entrepreneurs, et montrer comment, quand ces cas réussissent, ces gens peuvent améliorer le niveau de vie de leur foyer, et de leur ménage et de leur famille. Mais certaines personnes croient que je veux avoir de l'argent et que je vais dépenser cet argent. Et c'est tout. C'est pas ça ce que nous voulons. Non, on doit leur expliquer qu'est-ce que c'est que le modèle à suivre, comment renforcer les capacités et leur apprendre comment utiliser leur entrepreneuriat, leur entreprise pour améliorer leur niveau de vie, pour gagner. Nous avons besoin de créer une entité légale nouvelle qui nous associe à ces personnes, à ces citoyens. Et on leur accorde un appui moral pour qu'ils puissent réaliser leurs entreprises, et ainsi nous pouvons réaliser le développement économique dans le cadre de la 4e génération. Il faut investir cela dans le domaine de la créativité et le développement en Afrique, parce que ceci est un domaine fertile et qui comprend beaucoup d'opportunités. Et enfin, quand on va travailler en Afrique, on ne dit pas que là, on va aller en Afrique comme ça en tant que tout. Non, il faut répartir l'Afrique en 5 zones, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et chaque région a des caractéristiques différentes. Vous devez bien connaître les caractéristiques, les spécificités de chaque région. La partie francophone, vous devez bien comprendre leur culture. Et l'Afrique australe, ils ont une certaine culture. Donc, lorsque je parle de ces zones, non, il y a des pays qui possèdent des caractéristiques communes, comme les pays du bassin de la Méditerranée. Et l'Égypte vise à ce que son commerce avec ces pays du bassin d'une île dépasse les 8 milliards de dollars. Nous devons bien connaître les caractéristiques et la nature de chaque pays pour pouvoir communiquer avec eux et pour créer des start-up, c'est-à-dire de petits projets. On ne peut pas descendre comme ça par parachute et leur dire non, vous devez faire cela, ceci ou cela, mais nous devons leur tendre la main d'assistance pour les aider à mettre en œuvre leurs entreprises. En fait, c'est une vision très optimiste. En fait, j'appelle maintenant notre collègue, monsieur le docteur Megued Georges. En fait, monsieur le docteur Megued a une expérience dans le domaine de la coopération africaine dans le secteur des cosmétiques. Et en fait, il a fait des études sur ce marché. En fait, donc notre cible n'est pas seulement en fait l'Afrique, mais on veut en fait augmenter et promouvoir le de la beauté en Afrique. Donc, permettez-moi de parler sur 2 niveaux. Premièrement, sur Mabiba et puis sur le niveau du Conseil. J'ai l'honneur, en fait, d'en être le président de ce Conseil. Donc, quand je vais parler de l'Afrique à l'échelle personnelle, moi, je viens d'une famille qui travaille dans ce domaine depuis 1966, mais en fait,
Après cela, je me suis concentrée sur les petites bouteilles de shampoing et autres qui se trouvent dans les hôtels. Comme vous le savez, l'Afrique, quand nous disons « je viens de l'Égypte », donc ils vont vous dire Nasser. Et puis vous allez trouver une appréciation à cet effet. En fait, qui jusqu'à maintenant se rappelle de cette histoire? Ce sont les personnes qui dépassent les 50 et les 60 ans. En fait, donc c'est le français ou l'anglais. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va parler... D'accord, donc je vais parler en anglais. Non? Non, c'est en arabe toujours. Donc, en Afrique, ils vont vous dire Nasser, le président Gamal Abdel Nasser, mais ça sera pour les personnes qui dépassent les 50 ans ou bien les 60 ans. Donc, il y a un modèle ou bien un exemple qui a été donné. Nous étions à Sharm el-Sheikh, il y avait un consultant et une ministre de l'investissement et du développement. En fait, les deux ministres ont beaucoup salué en disant que j'ai l'honneur de travailler avec l'Égypte. Mais alors, d'autres ministres, en fait, qui sont beaucoup plus jeunes, ils ont demandé qu'est-ce que l'Égypte va nous offrir à comparer avec les autres États. Donc, le fait de travailler sur les relations personnelles et les relations entre les différents États pour que nous puissions bénéficier en fait de cette relation précieuse. Voilà, c'est en général. Donc, l'Afrique, comment elle nous voit? Donc, nous sommes devenus un peu plus loin, donc devant n'importe quel problème. Donc, ils me considèrent comme étant un citoyen de deuxième rang. Moi, j'ai passé par une expérience en disant que les conteneurs qu'il y a eu un dommage dans les conteneurs. Moi, je suis allée dans cet hôtel-là et en entrant à l'hôtel, en fait, je lui ai dit, je suis là pour pouvoir voir les marchandises ou bien les produits qui ont été endommagés. En fait, il n'y avait qu'une seule boîte ou bien qu'un seul conteneur qui était endommagé. Et dans d'autres pays et dans d'autres États, il y avait des conventions, mais le ministre a déjà affiché une annonce en disant que voilà, ça a été interdit. Moi, j'ai passé par l'expérience et puis ces shampoings, ces petites bouteilles sont de grandes marques et ce n'est pas facile d'être changé. Donc, moi, j'ai pensé à fabriquer dans les États, mais j'ai été rencontrée à plusieurs problèmes. Donc, j'ai pris les produits et les biens et je suis allée, j'ai voyagé, mais en fait, grâce à Dieu, j'ai pas pu passer par les services de douane. Donc, après ces conventions, je lui ai dit que bien, je vais vous donner les produits même avant la date butoir. Si vous voulez nouer
créer des relations, de bonnes relations avec l'Afrique, en fait, vous pouvez. Il y a toujours des obstacles et des entraves, mais vous devez toujours penser comment surmonter ces entraves. Il y a aussi le côté des logistiques. Donc, comment je pourrais relever en fait ces défis de logistique. Et même au sein du COMESA, il n'y a pas de douane, mais pour le SADC, l'ECOWAS et autres, il y a des douanes. C'est pour cela que je pense toujours comment en fait avoir de privilèges pour que je sois privilégié de la part des États qui vont acheter mes produits. Donc, je peux penser à construire des succursales et des filiales. J'ai commencé en fait à penser à cela en 2008. On parlait toujours de moi quand on fait allusion à la logistique. Il s'agit également du secteur pharmaceutique. Moi, au sein du conseil, j'ai plus de 55 usines pharmaceutiques. Il y a aussi, j'ai à peu près 500 usines, que ce soit au niveau des cosmétiques ou bien des produits pharmaceutiques et autres. Si nous allons parler de l'Afrique, nous pouvons dire que plus de 15 milliards de dollars sont investis dans le domaine pharmaceutique. Donc, vous voyez, le chiffre, il est assez grand. Si nous parlons de l'Afrique, donc l'importation inter-africaine et l'importation de l'Afrique enregistre un total de 630 millions de dollars. Donc, on n'est pas parvenu à 5%. Donc, vous voulez savoir les exportations de l'Égypte, c'est 65 millions de dollars. Donc, on a baissé pour atteindre le 5% seulement. Donc, voilà, en tant qu'Africain et en tant que business entre les Africains, ça laisse beaucoup à désirer, en fait. Donc, si nous allons parler et évoquer les diverses entreprises internationales pharmaceutiques, donc vous allez voir que nous sommes en fait le plus riche continent. Donc, si vous allez faire les magasins le matin, et puis si vous allez trouver une dame qui a un sac Yves Saint-Laurent ou Chanel ou autre, donc les plus grands pays dans le monde au niveau de l'exportation des médicaments, 7 pays européens, et puis les États-Unis, et puis c'est l'Inde et la Chine. Donc imaginez donc, la France, les Hollande, la Grande-Bretagne et l'Italie, ce sont les principaux prestataires de l'Afrique. Non seulement nous exportons, nous importons de ces pays européens, mais qu'il y a une très grande controverse et opposition. C'est pour cela que nous pensons toujours à cibler l'Afrique. Donc, avec tous les efforts, les expos, l'augmentation annuelle ne va pas dépasser les 10 ou 15%. C'est pour cela qu'il faut changer la mentalité et la manière de penser. Donc, on a bâti une société. Maintenant, nous avons 26 sociétés
Et puis, nous avons essayé de contacter les ministres de santé dans les différents pays africains. Donc, et je parle et j'essaye de jeter un coup d'œil sur les appels d'offres et puis je vais pouvoir en fait vous donner un autre appel d'offres et puis je vais diminuer les prix à 10 ou 15%. Si l'État importe à des sommes colossales, donc ils vont repenser la donne. Et même au lieu d'ouvrir beaucoup de comptes, donc vous pouvez également diminuer et même faciliter les modalités de paiement et rendre plus favorables les conditions de versement. Et puis, si j'ai pu réaliser plus de 20% d'achat, donc je peux faciliter davantage les conditions de vente et d'achat. En fait, le médicament est un bien stratégique. Si jamais donc avec moi, donc la convention est faite avec 155 usines et non pas une seule usine. Donc vous voyez, les conventions, ces types de conventions peuvent encourager les gouvernements de travailler avec nous. Il y a une condition. Nous avons un obstacle, c'est l'enregistrement. Donc, l'enregistrement, donc le médicament devrait être enregistré. Donc, je vous donne tous ces privilèges et données à l'encontre, contre en fait la reconnaissance réciproque. Donc, l'enregistrement doit être fait ici et là. Donc, la réciprocité du registre ou bien d'enregistrement. Donc, j'étudie bel et bien en fait le marché du pays. Et je me dirige vers des pays de petite taille qui ont besoin de soutien, d'appui pour qu'ils acceptent. Donc le premier mémo a été fait avec la Zambie. Et puis, nous pouvons élargir davantage nos marchés. Celui qui travaille dans le domaine du commerce extérieur, donc quand vous vous dirigez vers une expo, par exemple, il y a un rapport concernant la représentation commerciale ou autre. On vous dit que nous avons fait telle convention avec un chiffre assez colossal. Mais à la fin, vous vous rendez compte que vraiment, il n'y avait pas de convention. Il y a l'obstacle, c'est comment favoriser en fait les conditions bancaires, comment ouvrir en fait un compte de crédit, comment trouver la monnaie locale pour pouvoir relever n'importe quel défi au niveau des fluctuations. Donc il s'agit également, nous jouons tous en fait du billard. Donc pour pouvoir charger en fait des produits d'ici à tel pays, nous prenons à peu près 21 à 60 jours. Donc il y a des difficultés concernant le transfert des produits et des corridors ou bien des cargaisons.
Il s'agit également d'un autre point important, les agents qui ont la capacité, qui en fait puissent mettre plus de 120%. Quand nous visitons en fait les expos, nous pouvons nous voir et faire des conventions avec ces personnes. Mais avec la réalité, nous voyons que les difficultés sont nombreuses. C'est pour cela que nous travaillons davantage sur les centres des logistiques, qu'il y ait des dépôts, des entrepôts, et nous louons en fait des locaux au sein de l'entreprise. Et puis, sur ce délégué ou bien cet émissaire va pouvoir payer $100 pour tester votre produit, et puis avec le temps, il peut augmenter le nombre des produits à prendre. Donc c'est le fait de mettre en place à l'échelle locale ces produits. Je ne vais pas aller plus longuement et merci de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup, Monsieur le Docteur Meg et Georges, pour cet exposé enrichissant. En fait, le secteur pharmaceutique est un secteur très important. Il me représente en fait un grand défi sur le marché. Vous avez parlé de plusieurs solutions au niveau des cargaisons, des logistiques, des difficultés bancaires, etc. Donc, le secteur pharmaceutique est vraiment un secteur de première importance. Donc, on a parlé de la pharmaceutique qui représente plus de 70% en fait. Et puis, pour pouvoir prévenir beaucoup de maladies et de fléaux. Comment créer un marché prometteur pour l'Égypte qui était vraiment et qui avait une très grande réputation et une importante réputation au niveau du médicament égyptien sur le marché africain. Mais en fait, plusieurs pays africains prennent des médicaments à travers des fonds. Il y a des institutions internationales qui favorisent en fait les médicaments de manière gratuite. Mais pour les pays africains développés ou bien développés ou en développement, ils peuvent les favoriser à travers la collaboration. Et maintenant, c'est Monsieur Temer Younes. Il est en fait Monsieur Temer Younes, merci beaucoup. En fait, je suis le membre du conseil et puis je suis le représentant de Procter & Gamble. Et voilà, c'est une société qui est fabriqué 65 produits en 10 catégories: Head and Shoulders, Crest, Oral-B, Gillette, Pampers, Always. Ce sont des produits de consommation. Notre société assure des produits à 5 milliards de consommateurs. Il nous reste 2 milliards de consommateurs et ainsi nous pouvons dire que nous avons couvert tout le globe terrestre. Le fait de chercher les produits par la voie maritime, nous essayons de créer des usines dans beaucoup de pays pour servir les divers pays. La première usine a été créée en 1955. Nous avons des usines en Égypte, une usine en Afrique du Sud et une usine
au Maroc. Et les endroits où il y a des usines exportent 75% de leurs produits comme Tide et Ferry et beaucoup d'autres produits. Nous exportons ces produits aux pays africains. Le problème crucial que nous rencontrons en Afrique, ce sont les régulations, les réglementations. Non, nous avons des problèmes dans notre domaine, comme a dit monsieur le ministre. Et bien sûr, les accords commerciaux contribuent au règlement des problèmes. Nous tirons profit de cela à travers le COMESA, la convention de l'AFTA et aussi la convention de la création de la zone de libre-échange. Là, 500 000 de personnes seront soumises aux mêmes règles, à la même réglementation. Il y a un autre problème que nous avons constaté, c'est l'accès de la femme à nos sociétés et les autres sociétés internationales qui œuvrent en Afrique. Nous avons besoin de travailler selon des principes de bons principes de cité, et il m'incombe d'améliorer la société. Je me trouve, par exemple, vous êtes en Afrique, que les questions de l'éducation, de la santé sont des questions épineuses. Et nous, en tant que société, comment peut-on aider, par exemple, à l'âge de la majorité chez les jeunes filles, ces jeunes filles s'absentent de l'école, et ceci à cause de la culture qui existe, à cause de l'absence de la conscience. C'est pour cela que nous tenons des accords avec les ministères de l'éducation et de la santé, et ainsi on explique quels sont les principes de l'hygiène à cet égard, et nous essayons de distribuer des échantillons de nos produits pour les aider. Ceci est un intérêt pour la société et en même temps un intérêt pour la société. Et il y a aussi un autre élément, c'est l'autonomisation. Par exemple, en Égypte, on veut que la femme assume une grande responsabilité. Elle assume les dépenses du ménage, de la famille. Donc, nous travaillons avec les ONG et les Nations Unies et aussi l'Organisation des Nations Unies pour les femmes. Nous étudions avec eux comment parvenir aux zones éloignées où nous avons besoin de travailler avec les femmes, où les femmes ont besoin de travail. On leur donne des marchandises à petit prix, et ce sont elles qui, par la suite, vendent ces produits et obtiennent un intérêt. Et sur cette base, les femmes peuvent faire leurs entreprises, et elles ont commencé à comprendre les bases de l'action et quels sont les défis de capital, et ainsi on peut contribuer à l'amélioration du niveau social de la population. Merci, Monsieur Tamer, de votre expérience. Et maintenant, j'invite docteur Mohamed Atif, comme vous le savez, que la société LCWD Electric est une société des plus reconnues en Afrique, du plus grande de taille. Nous avons maintenant l'ingénieur Mohamed Atif, qui est le directeur.
de sa société. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous. El-Suidi Electric, c'est un groupe égypto-africain qui travaille depuis 80 ans. Jusque là, la société a 5 activités principales. Nous fabriquons tous les produits électriques, les transformateurs, les compteurs, etc., des accessoires électriques. Et nous faisons une autre activité, sont les travaux de contractants et dans la transmission, la distribution des lignes et aussi plusieurs générateurs. Et aussi, nous avons le secteur de l'investissement. Nous faisons de l'investissement dans certains secteurs d'énergie à destination des gouvernements, surtout en faveur du gouvernement égyptien ou en faveur de gouvernements européens et africain. Il y a un quatrième secteur, le secteur de développement, le développement des industries. Nous avons en plus de 25 millions de mètres carrés comme zone ou superficie industrielle, que ce soit au Caire ou ce qu'on appelle des parcs industriels. Et nous travaillons aussi dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et aussi, nous sommes une société qui est enregistrée à la bourse et nos investissements en Afrique dépassent plus d'1 milliard de dollars. Vous allez trouver toutes les données qui se rapportent aux finances sur le site web. Nous avons des partenariats à long terme parce que nous créons des usines. Ceci est très utile et aide au développement. Nous avons des usines en 8 pays africains et actuellement nous étudions la création de davantage d'usines dans d'autres pays africains et nous faisons des projets, que ce soit dans le domaine de la technologie, de l'information, de la communication. Nous avons des investissements dans le domaine de l'énergie renouvelable. Je ne veux pas répéter ce que mes collègues ont dit. Nous appliquons la politique du cluster, c'est-à-dire les complexes industriels. Nous n'appliquons pas le même modèle partout parce que, comme vous le savez, chaque pays a ses propres caractéristiques. Et Dr Magued a souligné et a fait allusion à l'exportation et à l'importation. Nous faisons des exportations en plus de 100 pays et nous avons, mais il y a des obstacles qui nous entravent, par exemple la préqualification et la spécification. Tout ceci exige des efforts considérables, mais nous essayons de les surmonter. Et il y a un élément important aussi, à savoir le financement. Et moi, nos collègues, on en parlait comme étant une garantie en faveur des exportations. Mais là, on a essayé de faire ces garanties en assurant le financement. Mais malheureusement, on n'a pas pu réaliser cela. C'est pour cela qu'on a proposé de créer un fonds pour le financement en Afrique et nous avons proposé au Parlement et au Conseil des ministres de faire cela, c'est-à-dire de créer un fonds pour le financement des projets et non pas pour l'assurance en faveur des projets. Ceci exige qu'il y a
un bailleur de fonds, comme la Chine finance ces entreprises, l'Inde également, et l'Égypte en déclarant la création du fonds égyptien de souveraineté. J'espère qu'il y aura une partie qui sera consacrée à l'investissement en Afrique et à la réalisation des projets en Afrique. L'assurance en faveur des projets a été composante importante, et là je veux souligner l'importance du rôle de la société et de la communauté. Nous devons respecter le progrès et le développement qui ont eu lieu en Afrique, et nous devons développer toutes les ressources d'Afrique, et nous devons apprécier tous ces changements, et on fait une responsabilité sociale en Afrique. On crée des hôpitaux, en plus des usines, et on a créé une académie pour la formation entre un professionnel, et on contribue aux projets qui servent la société. Merci de votre attention. Merci, ingénieur Ahmad. Moi, je sais que la société, elle, suit des investissements. Actuellement, la société possède 8 des usines dans 8 pays. Dans quel pays vous avez trouvé des obstacles, et dans quel pays vous avez trouvé des facilités? Une des expériences les plus réussies, beaucoup de gens disent qu'il est difficile de travailler au Soudan, ceci à cause de la valeur de la monnaie soudanaise. Nous travaillons depuis 20 ans au Soudan, et nous traitons avec chaque entreprise à part, mais nous n'accordons pas un intérêt au transfert des recettes, mais nous œuvrons à ce que ces recettes soient investies dans le même pays, et on ajoute à cela le secteur de l'électricité. C'est une très bonne idée, c'est excellent de transformer les recettes ou bien les intérêts en d'autres investissements. Non, je peux vous dire que notre société est présente sur le marché des sur la bourse, dans la bourse, et oui, notre société est lucrative, bien sûr, mais moi, je parle de l'investissement à court terme et l'investissement à long terme. Et quelle est la différence entre la société qui a la possibilité de faire des investissements à long terme, et notre société qui fait des investissements à court terme, et tout son objectif est de faire un projet commercial. En ce qui concerne la compétitivité dans des produits, les produits chinois et indiens sont vraiment les plus puissants compétiteurs. Et moi, je suis très fière que maintenant il y a des pays africains qui ont des systèmes de business très transparents, et maintenant il y a des pays africains qui ont été classifiés parmi les 20 pays les plus avancés dans le domaine de business. Il y a un progrès qui se réalise chaque jour. Étant donné, c'est à cause de la transparence et la durabilité, parce que ça garantit les droits de l'Afrique et rend ces sociétés plus compétitifs. Merci pour ces histoires de réussite, mais nous aurons bien voulu
écouter à propos des problèmes. Le dernier orateur, c'est Monsieur Marcel Saleh, président. Mon expérience, en fait, n'est pas assez longue et ça comprend plusieurs obstacles. Plusieurs défis ont été relevés parce que je travaille dans le domaine des ICT ou bien des TIC. Je suis le chef exécutif, en fait, d'une société ancienne et elle se focalise sur le ICT. Donc, on a essayé de se focaliser sur l'Afrique. Je cherche toujours l'équation de gagnant-gagnant, la formule de gagnant-gagnant, et je ne suis pas allée pour demander de l'argent. Donc, comment? Donc, nous essayons de faire des logiciels sur... donc, on parlait des visas électroniques. La personne qui est allée à Dubaï, donc c'est une visa électronique et par la suite le consulat électronique. Donc c'est une visa. J'ai en fait pu être accessible à tout le monde. Puis il peut en fait comment il va pouvoir recueillir en fait ces argents. Donc je prends l'argent sur le visa. Donc, devant cette décision, il y aura un très grand développement. Et puis, devant tout le monde et devant le monde entier, la promotion technologique a été attestée. Et puis, il a pu en fait rassembler l'argent. Et elle est payée par le visiteur qui va passer. Il y a eu une autre expérience dans le Cameroun également. Je ne vais pas en fait d'opération physique. J'ai eu des travaux avec la Zambie également. Et monsieur l'ambassadeur, s'il était là, il pourrait nous parler de ce modèle. Mais la suspicion existe toujours chez les Africains. Il y a toujours ce sentiment de suspicion. Vous êtes venus pour savoir des informations qui peuvent en fait me nuire. Parfois, on me demande en disant que vous allez mettre tous ces logiciels pour porter atteinte à notre État. Donc, il m'a demandé de prendre la source en fait de ce logiciel. Donc, parce que en fait, il avait ses précautions et il a mis plusieurs obstacles. Pourquoi? Parce qu'il avait une mauvaise expérience. Il a vécu en fait une mauvaise expérience de la part d'un pays, c'était le Belgique. Donc il y a toujours cette mentalité que je viens pour savoir des informations que je peux exploiter à l'encontre de cet État. Donc, si nous allons nous focaliser davantage sur le produit indien ou bien américain ou bien français, donc vous allez pouvoir
voir que, en fait, ce type de projet est soutenu par l'État lui-même. Donc, nous travaillons en nous basant sur nos outils, mais pour les autres États, ils sont appuyés par leur gouvernement. Il y a également cette puissance politique. Voilà, ce sont les deux importants obstacles que nous avons rencontrés. Ça fait à peu près 8 ans et nous espérons continuer et combattre jusqu'à pouvoir réaliser nos objectifs. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le docteur Khaled. Est-ce que vous avez des questions, honorable audience? Vous avez des questions à poser? Pas de micro, on n'entend pas l'intervenant. Bon après-midi, je suis Abdelhamid El Matari et nous exportons en fait du ciment vers l'Afrique et nous fabriquons une usine pour pouvoir exporter davantage un certain produit. En fait, monsieur le docteur Meghed a relevé tous les obstacles que nous rencontrons. Il n'y a pas de ligne maritime et cela également pose plusieurs problèmes et puis plusieurs argents sont perdus et on a perdu 2 grosses sommes d'argent après avoir envoyé les cargaisons. Comment on peut aider le commerçant à exporter vers l'Afrique et comment l'État puisse aider et soutenir le commerçant? Merci. Monsieur le docteur Alain, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je remercie les ministres et Madame le docteur Abla. En fait, je ne vais pas demander seulement la tribune. On parle de l'expérience de l'Égypte en Afrique. Maintenant, l'Égypte, en fait, se focalise sur l'éducation et la santé. Monsieur le Président a déjà évoqué comment on peut combattre le virus C en Afrique. Et en fait, c'était une orientation. J'aurais aimé entendre à propos de ces tendances. Il y a également la construction des filiales des universités du Caire au Soudan et dans d'autres pays. Donc, je ne veux pas parler seulement de l'entrepreneuriat ou bien du business, mais en fait, je voulais savoir l'influence de la personne égyptienne sur les autres pays africains et comme l'a déjà dit Monsieur le docteur, comment Gamal Abdel Nasser jusqu'à maintenant a et garde son influence précieuse dans les esprits des Africains. Il s'agit également de la richesse animale. Vous savez qu'au Soudan et dans d'autres pays également, il y a ces terrains de pâturage. Quels sont les projets que les Égyptiens peuvent mener et on peut les exploiter positivement en Égypte? Je suis journaliste. Les investisseurs ici doivent être au courant des conventions qui sont faites avec les États africains. En fait, la majorité des exportateurs ne connaissent pas et n'ont pas suffisamment d'informations au niveau de ces conventions.
L'Afrique, si nous pouvons le dire, on dit que l'Afrique a la même mentalité, ou bien les pays africains ont les mêmes mentalités. Venez chez nous, ou bien nous allons nous rendre vers les autres pays pour pouvoir les investir. Non, il y a des conventions au niveau des investissements, il y a des institutions et des organisations, que ce soit des organisations spéciales ou autres. Au sein du ministère, il y a une unité qui est chargée en fait de mettre en place les mémos d'entente pour qu'il y ait des lignes directrices pour les investisseurs et les exportateurs. Donc, oui, mais j'aimerais savoir plus et que l'Égypte soit le portail vers l'Afrique. En fait, ça, c'est très bien. Vous pouvez avoir plusieurs portails à la maison. Donc, la dimension africaine était très grande depuis des années et nous essayons de récupérer en fait cette dimension africaine. Donc, si vous allez pouvoir récupérer un des portails, c'est déjà grand-chose. Bon après-midi, je suis professeur à l'université Monofia dans le domaine de l'agriculture. Donc depuis le début de la journée, deux points ont été évoqués. Premièrement, nous parlons du business, du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et comment l'État égyptien essaye d'investir dans le domaine de la santé et autres. En fait, j'aspire à voir quelques informations au niveau du barrage de Nahda et autres. Donc, on a parlé sur ce barrage. En fait, je cherche les privilèges et j'aimerais bien que, en fait, appliquer l'équation de gagnant-gagnant. Donc, nous voulons que tout le monde bénéficie en fait à travers un modèle gagnant-gagnant. On fait des projets d'intégration, de complémentarité et que tout le monde bénéficie de ces projets de part et d'autre. Donc, nous sommes arrivés aux commentaires de clôture. J'aimerais tout d'abord remercier M. Adli, Mme Manel, Dr Meged, Dr Temer, M. l'ingénieur et tout le monde. Et l'Égypte a des tas et des tas d'investisseurs et qui sont aussi de par les pays africains. Donc, nous aimerons toujours nous rencontrer davantage pour en fait débattre des questions très importantes. Et puis, je vous remercie, Madame le docteur Abla. En fait, le temps presse et je dois quitter. Oui, Madame. Voilà, voilà, c'est le responsable d'impôt en fait est là. Brièvement, pour faire la conclusion, je vous invite à regarder ce graphique. On connaît que la taille des échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays africains. Nous avons réparti l'Afrique en 4 zones, le nord, le sud, l'est et l'ouest.
Nous avons regardé chaque région et nous avons observé le développement qui a eu lieu à partir de 2008. Nous avons là dans ce graphique, il y a la taille de toutes les exportations égyptiennes en Afrique, dont tous les échanges la plupart des échanges sont avec le nord de l'Afrique, mais les échanges avec les autres régions sont très faibles. Là, je ne sais pas. Donc là, le message. Donc, il y a une concentration sur le nord, que ce soit en termes d'exportation ou d'importation. Le déficit du commerce, là, on parle des échanges avec l'Est de l'Afrique et il y avait un manque et le message c'est que les échanges commerciaux de l'Égypte sont pour la plupart avec le nord de l'Afrique, donc des échanges sont très faibles et ceci ne peut pas aller, donc la taille est très faible et moi je veux tout d'abord remercier la Fondation Mo Ibrahim et en personne Dr Mohamed Ibrahim est représenté par Mr Janet et Mr Yannick. Et on les remercie de l'indice établi par la Fondation Ibrahim. Nous apprécions cet indice. C'est un indice qui crée le dialogue et l'échange des données entre les diverses parties. C'est pour cela que cet indice est fort. Et comme a dit Dr Farouk Elbaz ce matin, est-ce qu'on a oublié que nous faisons partie de l'Afrique et que l'Afrique était notre avenir. Et il y a un grand problème en ce qui concerne la disponibilité des données. Et l'Afrique n'est pas un coup, n'est pas une seule entité, mais chaque zone a ses propres caractéristiques et même la convention de libre-échange englobe aussi les diverses caractéristiques qui doivent différer selon le niveau de développement et comment autonomiser les jeunes, qu'il y a une disparité du niveau de développement entre les pays du continent. Le problème de l'Afrique est en même temps le problème de l'Égypte. Nous connaissons bien quels sont les problèmes de l'Afrique, mais le problème, c'est de résoudre cette situation. D'après ce qui a été dit, il y a des investissements réels en Afrique. 70% des pays africains ne possèdent pas l'Internet, ce qu'on a entendu sur l'agriculture, sur l'entrepreneuriat, les initiatives qui sont exécutées par le secteur privé en Afrique et les problèmes de transport. Donc, il y a des problèmes considérables. Nous connaissons ces problèmes, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été résolus. Les problèmes logistiques. Donc, on a parlé de la solution des problèmes de transport, aussi les problèmes qui se rapportent aux questions logistiques et les facilités financières. Bon, il y a effectivement des solutions qui existent pour sortir de ces problème est le suivi avec sa haute performance en Afrique. Ce sont des expériences à suivre aussi. Procter Gamble aussi est un bon exemple. Nous, en tant que hub, en tant que centre, nous devons nous orienter vers certains domaines. Et c'est ces domaines
seront soumis à son Excellence le Président en l'idée de la création d'un fonds souverain pour le financement des projets. Est une question très intéressante. Vraiment, c'est une proposition. J'aimerais avoir davantage des détails de votre part quand on fait l'investissement en Afrique, ceci sur la base de gagnant-gagnant. C'est une sorte d'intégration, l'intégration que nous voulons réaliser, mais nous avons besoin de faire des études en commun avec les pays africains et le projet Goussour, les ponts de liaison, ça c'est un projet que je vais envoyer à la fondation Mont Ibrahim. Ce sont de vraies opportunités d'investissement de coopération. Nous allons présenter des mémoires bien écrits parce que les parties africaines ne connaissent pas très bien ce qui se fait. Aussi l'intervention de son Excellence le doyen des ambassadeurs africains, l'ambassadeur du Cameroun. Tout le monde rassemble des statistiques sur l'Afrique, à l'exception de l'Afrique. L'Afrique ne collecte rien sur le continent. Et nos institutions de statistiques, notre organisme statistique égyptien peut aider à établir des critères communs et des méthodologies communes pour mettre en exécution les diverses entreprises. Et j'aimerais que le rapport de la Fondation Ibrahim englobe l'agriculture en détail, aussi l'industrialisation en particulier, le fait de fournir les données va nous aider à réaliser beaucoup de choses. Demain, il y aura une réunion à huis clos et nous allons déterminer les divers centres de réflexion, think tank, et pour définir les besoins de développement en Afrique, parce que là, il y a des recherches, beaucoup de recherches sur certaines régions, bien que d'autres ne font pas l'objet d'études ou de recherches. Encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ces séances, que ce soit les panélistes ou les participants, ainsi que les ambassadeurs. Et je remercie encore une fois la Fondation Mont Ibrahim et aussi mon personnel, c'est-à-dire c'est la famille avec laquelle je travaille du Centre égyptien des recherches économiques. Ce sont mes enfants, ma famille et moi. Je suis fière d'être africaine, vraiment, je suis très fière d'être africaine. Merci de votre attention. Au revoir.